est une contre-vérité notoire. Les Chinois ont eux-mêmes admis être arrivés jusqu'à Chamdo en 1950-51 à l'issue d'une offensive militaire. Et ce n'est qu'après la négociation de ce soi-disant accord en 17 points qu'ils sont entrés de façon pacifique au Tibet. Cela signifie tout simplement qu'à l'époque, le Tibet était bel et bien séparé de la Chine. Une preuve supplémentaire de cela, ce sont les accords de 1913-1914 sur les délimitations de frontières entre l'Inde britannique et le Tibet. Parce que les trois signataires de ces accords, l'Inde britannique, la Chine et le Tibet, avaient participé à cette négociation sur un pied d'égalité. Il y a de nombreux experts, de juristes internationaux, qui sont formels sur ce point. Quand l'armée chinoise est entrée au Tibet en 1950, celui-ci était de facto une nation indépendante. Cela, Mao ne l'ignore pas. Mais qu'importe, il a la reddition tibétaine en poche et le Dalai Lama ne peut être un obstacle. Le pouvoir de ce jeune homme de 17 ans doit se limiter désormais à la religion. Et en bon marxiste, Mao fait confiance à sa propagande pour détourner les Tibétains de leur Bouddha vivant. L'armée chinoise peut reprendre sa route vers Lhasa, en une marche pacifique que les actualités font découvrir au public chinois. Et c'est avec curiosité plus qu'animosité que la population tibétaine, coupée du monde extérieur depuis des siècles, voit arriver ces étranges envahisseurs qui se posent en libérateurs. J'ai vu les Chinois arriver pour la première fois sur le plateau de Sera, entre Lhasa et Sera. Je savais qu'ils considéraient la religion comme l'opium du peuple. Mais si on avait tué ces gens-là, on aurait transgressé le principe de non-violence que nous enseigne le Bouddha. De plus, on aurait été fini pour toujours de la paix au Tibet. À cause des conditions climatiques, les soldats chinois arrivaient très affaiblis. Ils avaient les lèvres crevassées, ils se partageaient une couverture pour trois. Ils pouvaient à peine marcher. Ils s'évanouissaient, même un enfant aurait pu en tuer 3 ou 4. Des pierres auraient suffi, pas besoin de fusil pour ça. Il nous aidait à moissonner et à toutes sortes d'autres travaux. Il se conduisait bien avec les Tibétains. Il donnait même des cadeaux aux enfants. Les Chinois nous intriguaient, bien sûr. Mais on les voyait visiter les monastères, se prosterner et se montrer respectueux. Ils disaient que la religion, c'était bien et qu'ils allaient faire des dons au temple. On a eu l'impression que c'était des gens bien, au début. Tout le monde se dit, peut-être que ces Chinois sont de bonnes personnes. Puis le temps a passé. Vous savez, nous sommes les gens du Dalai Lama, ceux qui suivent les enseignements du Bouddha. Alors, quand ils ont commencé à dire qu'il n'y avait pas de place pour la religion dans ce monde, et que nous étions stupides de suivre le Dalai Lama et les Rinpoche, que la religion était une erreur, on a commencé à ne pas aimer les Chinois. Et c'est avec inquiétude que les habitants de Lhasa
voit partir le Dalaï Lama pour Pékin en 1954. Les Chinois le laisseront-ils revenir? Il en reviendra, plutôt séduit par Mao Tse-tung et les dirigeants communistes qui l'entourent d'égards et de promesses. Il se laisse élire vice-président de l'Assemblée nationale chinoise. Le Panchen Lama, deuxième dignitaire religieux du Tibet qui l'accompagne, est quant à lui élu à la commission consultative du peuple chinois. À ce moment-là, beaucoup de dirigeants du Parti communiste chinois sont devenus pour moi comme des amis. Ils m'ont beaucoup impressionné, à commencer par Liu Shaoqi et le président Mao. J'ai été très touché de voir ces grands leaders négliger leurs privilèges pour se consacrer à la population, et tout particulièrement aux classes laborieuses. C'est pourquoi, à cette époque, j'ai eu une véritable attirance pour le marxisme. Bien sûr, ce n'était